Clap. On en a marre des longs règnes, non? Bah ouais. Qu'ils se mettent sur les trottoirs, les longs règnes. On veut du neuf, nous. Yes, sir, we promised you a great main event here tonight. Very classy, the maker of champions. Andre, the giant. WrestleMania. Everyone has a price. Ladies and gentlemen, it is electric. You are fired. The champ is here. Récemment, sous l'ère de Triple H, on a particulièrement eu l'occasion de voir des débats et des questionnements sur la durée des règnes des champions du monde. Mais j'aimerais mettre le point sur un détail de ce phénomène. Pourquoi peut-on parler d'anomalie des longs règnes de Face? Car oui, généralement, il est collectivement accepté et reconnu qu'un personnage dit Face, donc gentil par définition dans le catch, a un certain mal à fédérer tous les fans de catch sur une longue durée. Évidemment, ceci n'a rien de scientifique, car le catch reste avant tout scénarisé, comme une bonne vieille série ou un bon vieux film qui ferait vomir Reggie le Gorilla. Donc, par conséquent, une grande partie de ce problème résulterait de l'équipe créative de la WWE. Oui. Et donc le public, qu'il soit dans un stade, dans une arène ou alors chez lui, possède une grande importance dans les choix et les décisions que ferait la WWE, ou alors leur catcheur. Mais surtout et avant tout, comment le public réceptionne et réagit à ce qu'on leur propose, à ce qu'ils voient sur le ring. La double E nous a fait souvent croire, à tort ou à raison, qu'elle écoutait ce que les fans voulaient. Je veux 1 milliard d'euros. Pour des exemples marquants, on peut évoquer 3 exemples. Le Yes Movement, la Coffee Mania et le We Want Cody. Si vous êtes un peu intelligent, Big Brain, vous avez remarqué que ces 3-là ont un point en commun. Le fait de pousser un face à gagner un titre mondial à WrestleMania. Poussé par qui? Par les fans dans un premier temps. Eh oui! Nous amenons donc au fait que dans ces cas-là, c'est surtout l'histoire de l'obtention de leur titre qui est largement valorisée. Alors que la suite, un peu moins. Nous sommes alors à même de nous poser la question de savoir donc qu'est-ce que... C'est pas français là ce que tu dis. Nous sommes alors à même de nous poser la question de savoir qu'est-ce qui pêche dans les règnes de face. Et a priori, dans les longs règnes de face. Mais il me semble que la question qui nous est posée en implique 2 autres, plus larges, plus universelles. Il me semble que la question qui nous est posée en implique 2 autres, plus larges, plus universelles. La première... Pourquoi les longs règnes de heel, les méchants, poseraient moins de problèmes que les longs règnes de face, les gentils? Comme exemple, nous avons le règne de 666 jours de Gunther, le règne général. Mais on a surtout, et avant tout, le règne stratosphérique de 1316 jours de Roman Reigns, le chef tribal. Acknowledge me. Ou ici, représentant tout simplement la quintessence même d'un long règne de face. Oh, le mec qui vient de Poucave qu'il est méchant. Je suis innocent. Représentant la quintessence même d'un long règne de heel et de bon règne. Roman Reigns. Oh non. Et bien que pour celui de Roman Reigns, certaines personnes, dont moi, estimaient qu'il était temps d'y mettre fin lors de WrestleMania 40 ou même 39, il avait déjà fait plus de 1000 jours. C'est dire. Alors que pour un règne de face, une année, soit 365 jours, semble déjà paraître une éternité. Donc, pour résumer ce gloubi-boulga, les premières pistes pouvant expliquer le problème des longs règnes de face seraient que dans un premier temps, on valorise plus l'obtention d'un titre du côté des face que leur règne avec ce même titre. Et donc, dans un second temps, à notre époque, il est vraisemblablement plus accepté qu'un heel est un long règne qu'un face. L'intérêt ici est donc de comprendre le pourquoi du comment. Pour ce qui est de l'obtention d'un titre, je pense, sans me tromper, que l'implication du public, qu'il soit voulu ou non, apporte ce côté magique et organique qui rend le début de l'histoire particulièrement intéressant et passionnant. Pour le cas le plus récent, il suffit de regarder le mouvement We Want Cody pour que Cody Rhodes aille chercher le titre mondial de la WWE que son défunt père, Dusty Rhodes, n'a jamais réussi à avoir. L'histoire est belle, facilement écrite, et ça fait pleurer les plus grands garçons. Oui, j'ai chialé! Et pourrait être similaire à plusieurs personnes, car oui, j'en connais pas beaucoup qui ont un père qui ont gagné un titre mondial à la WWE. Faire mieux qu'un parent, ou alors lui rendre hommage. Et regardez, Dominic Mysterio par exemple, il peut littéralement faire les deux. Le premier, avec Rey Mysterio. Le deuxième, avec Eddie Guerrero. Eh oui, rien que ça. L'histoire peut alors inspirer plusieurs personnes à se surpasser et à réussir ses rêves, tel l'esprit shonen. Abonnez-vous s'il vous plaît, je veux réussir le mien. Mais aussi pour les fans, de se ranger derrière quelqu'un qu'on considérerait comme un modèle. Ou alors, pour quelqu'un pour qui on aurait de la pitié. Abonnez-vous s'il vous plaît. De la sympathie. Il suffit simplement de voir que ce bouffon, moi, ait commencé à parler de catch uniquement car il se sentait bafoué par Cody Rhodes qui abandonne sa victoire au Royal Rumble au profit de qui? Du Gros Rocher.
The Rock. Surtout en sachant que Cody Rhodes avait déjà raté l'occasion d'en finir lors du Royal Rumble. Surtout en sachant que Cody Rhodes avait déjà raté l'occasion de finir son histoire lors du WrestleMania 39. D'autant plus que c'était d'une manière frauduleuse et emplie de tricherie. Crucifié. Crucifié. Alors là, c'est à la fois t'as pas de chance, hein. Ce cocktail explosif nous amène donc au main event de WrestleMania 40, où Cody Rhodes parvient enfin à finir son histoire, parvient enfin à devenir le champion du monde de la WWE. Mais attention, Cody Rhodes n'a pas réussi sans aide. Et oui, il fallait bien des mercenaires, des visionnaires, des fous alliés, des légendes. Pour l'aider, nous donnant alors le sentiment que c'est l'obtention de son titre qui serait le point d'orgue de son règne. Et cet aspect ne serait pas spécialement faux, étant donné tous les éléments dits précédemment. Et surtout, la manière dont c'est fini sur WrestleMania, rempli de joie et d'émotion. Je vous l'ai dit, j'ai chialé. Seulement, l'obtention du titre n'est que le tout début du règne, quand bien même on peut inclure dedans l'histoire derrière la prise du titre. L'intérêt est donc de savoir ce qui impacte les règnes des faces, voire des babyface, ou alors des underdogs. Et pour cela, on va tout simplement reprendre les 3 exemples que j'ai cités précédemment dans la vidéo. À commencer par le règne de Kofi Kingston, après la Kofi Mania en 2019 lors de WrestleMania 35. Pour cet exemple précis, la plupart se souviennent de l'obtention du titre contre Daniel Bryan, et de la perte du titre contre Brock Lesnar en moins de 10 secondes, montrant dans un autre temps que la fin d'un règne a également une importance significative pour qu'on se souvienne du dit règne. Du moins, sa fin. Mais là, on a seulement parlé du début et de la fin. Quid du milieu? Car oui, pour le contenu, il reste assez oublié. Pourtant, Kofi Kingston avait affronté pas mal d'adversaires avant qu'il perde son titre. On pourrait alors, à juste titre, se demander si la fin du règne n'a pas entaché son contenu et son histoire. Certains diront que ce règne était globalement pas bon initialement, et d'autres diront qu'il méritait mieux. Et d'autres encore diront les deux. On ne peut pas vraiment réécrire l'histoire. Mais le fait est qu'objectivement, ce règne n'a pas été à la hauteur de l'histoire de la Kofi Mania. Tout comme le Yes Movement. Malheureusement stoppé par la blessure de Daniel Bryan, coupant alors sa lancée un mois seulement après sa victoire lors du main event de WrestleMania 30. C'est bien évidemment un cas différent, car là, c'est un élément extérieur qui impacte le règne. Mais c'est pour montrer que parfois, la malchance vient fourrer son nez. Et pas que. Mais, imaginons, théoriquement, un règne de face, où le début et la fin sont plus que décents, et que le contenu dans le milieu est plus qu'acceptable. La question serait donc de savoir, pourquoi pourrait-on avoir une lassitude dans ce règne de face? Premièrement, le fait que le caractère d'un face, d'un gentil, reste assez encadré par défaut. Et oui, dans le catch, il n'y a pas 10 000 façons de faire le bien. Suffit de pas faire le mal, c'est plutôt facile. À part pour le Big Show. Ah là, c'est dur. C'est très très dur. Par conséquent, une personne gentille dans le catch n'a pas les mêmes ressources et les mêmes possibilités pour se mettre en avant. Il ne peut tricher impunément et volontairement dans un match. Ses promos ont des limites et il se positionne généralement comme un champion qui réagit aux actions des heels plutôt que l'inverse. Autrement dit, l'intensité d'un règne de face se repose surtout et avant tout sur les heels qu'on lui fournit en face. Heel en face? Face? C'est pas la seule fois que je ferai cette blague, ok? Alors que pour le règne d'un heel, il y a plusieurs moyens de le prolonger. Ou alors d'apporter d'autres histoires. L'utilisation d'un clan pour des interventions, ou alors des matchs d'attente, des attaques répétées et ciblées, de la triche comme c'était le cas avec Roman Reigns, ou alors une domination frustrante comme nous avons pu le voir avec Gunther. Frustrante dans le sens où il est tellement dominant que les autres catcheurs commencent à perdre espoir dans le fait de pouvoir lui prendre le titre. Ils ont peur. Mais également car quand bien même un règne de heel est abominable ou bien trop long, est-ce Jinder, eh bien les fans continueront simplement de détester le personnage, et pousseront et encourageront n'importe quel face pour terminer ce calvaire. Est-ce le platiste? Le fait est qu'un heel se doit, dans sa définition classique, d'être mal aimé par les fans. Par conséquent, sur le long terme, ils ne peuvent pas vraiment changer d'avis sur lui, contrairement à un face, où les fans peuvent commencer à lui tourner le dos au fur et à mesure de son règne, ou autre d'ailleurs. Et là, évidemment, je parle bien du kayfabe, pas de la vraie vie. Quand bien même les deux sont souvent très liés. Nous avons donc deux faces d'une même pièce pour comprendre et légitimer les longs règnes de heel. Deux faces. Face, heel. Manichéisme. Manichéisme dans le catch. Allez la regarder. J'avais dit que je la referais la blague. Mais, si nous inversons les rôles, si un face avait un clan, ce dernier ne pourrait répondre qu'aux attaques de heel. Il ne pourrait pas par exemple venir attaquer des heels impunément. Car si un clan de face vient attaquer des heels impunément, eh bah ça serait un peu une technique de heel. Donc il serait heel ou face. Et s'il est ultra dominant, alors nous aurons juste l'impression qu'il est boosté par ce chauve de Triple H, et rentrerait dans le cliché d'un Superman, ou alors du tristement célèbre Cena wins LOL. Super Cena. On arrive donc à la fameuse anomalie des longs faces de règne.
Des longs règnes de face. Comment faire en sorte de justifier et légitimer un long règne de face de plusieurs centaines de jours? Selon moi, et je répète que c'est bien selon moi, le règne de Cody Rhodes de plus d'1 an est globalement excellent et se révèle être un bon contre-exemple à cette anomalie. Tout d'abord, comme nous l'avons vu juste avant, son règne est aidé par l'obtention du titre. On se dit alors qu'il sera difficile de faire mieux pour consolider son début de règne. Vous avez vu? C'est français. Première défense de titre contre AJ Styles à Backlash Lyon, en France. Dans un match tonitruant, porté par une foule française magistrale et historique, qui est un bijou, qui, je l'espère, sera intemporel. Non, je rigole, c'est déjà le cas. Bien que ce match ait évidemment une importance singulière pour la France et les francophones, il reste incroyable. Un bon match de catch, entre deux catcheurs phénoménaux. Avec une victoire finale de Cody Rhodes. GOAT. Malheureusement, c'est déjà après ce match qu'on pourrait commencer à voir un creux dans son règne. D'abord, son match contre Logan Paul à King and Queen of the Ring, qui paraît à mon goût un peu aléatoire, sans pour autant être si dérangeant. Puis un rematch contre AJ Styles, dans un I Quit match, qui aurait pu nous ravir autant que le match à Backlash, mais qui a été accueilli plutôt positivement, sans trop faire de vagues. Vient alors la rivalité avec la nouvelle Bloodline. Mais c'est quoi ça? Qui est pour moi véritablement le creux de son règne, sans pour autant que ce soit désastreux. C'est simplement la partie la moins intéressante de son règne, faut le dire. Mais qui permet tout de même le retour du chef tribal lors de SummerSlam 2024. Et alors qu'on s'attendait à ce que les deux reprennent leur rivalité, non, que nenni. Cody Rhodes offrira un match pour le titre à Kevin Owens lors de Bash in Berlin, pour le remercier de tout ce qu'il a fait, commençant par ailleurs la meilleure partie de son règne au final. Une histoire entremêlée de doutes, de violence et d'amitié démarrera donc à Berlin, où Kevin Owens hésitera plusieurs fois à utiliser la blessure de Cody Rhodes pour prendre le dessus, ce qui lui coûtera la chance d'obtenir le titre. On se rend compte donc que son règne reste plus ou moins attaché à ses anciennes rivalités et histoires, Kevin Owens faisant intégralement partie de l'histoire de la Bloodline. Et en parlant Bloodline, Roman Reigns et Cody Rhodes enterrent la hache de guerre le temps d'une soirée pour battre Solo Sikoa et Jacob Fatu lors de Bad Blood. Et justement, car Kevin Owens, à défaut d'avoir un mauvais sang, un Bad Blood, a le sang chaud et tabasse goulûment Cody Rhodes sous les yeux de tous les fans. Dont moi, j'étais là à ce moment-là. C'est faux. Abonnez-vous. Relançant alors la rivalité entre les deux, et en lançant Kevin Owens en heel, qu'on apprécie tellement. Peut-être qu'il revienne vite. Mais entre-temps, nous avons eu le match contre Gunther, pour savoir qui des deux sera le champion. Brown. Qui n'a malheureusement pas tellement d'intérêt. Et c'est à ce moment précis que certains voyaient déjà des redondances dans les promos de Cody Rhodes. Mais la vérité, c'est que j'apprécie assez ce côté émotionnel qu'il apporte dans ses promos. Ce côté émouvant, ce côté théâtral. Puis au final, c'est surtout un match qu'on voulait voir depuis leur affrontement lors du Royal Rumble 2023. Donc on prend tous les jours. Il faut aussi comprendre que dans un règne, hormis les grosses rivalités, il faut aussi selon moi des matchs uniques, tout en gardant une certaine logique, car enchaîner que des grosses rivalités de manière répétée pourrait renfermer son règne dans un schéma cyclique. Cependant, Kevin Owens, toujours remonté contre Cody Rhodes, et son choix de faire équipe avec celui qui lui a fait tant de mal pendant plusieurs années, finira même par s'attaquer à Randy Orton, comprenant qu'il a choisi Cody Rhodes à lui, relançant de plus belle leur rivalité, qui continuera lors de Saturday Night Main Event, avec l'introduction de la Eagle Belt, rajoutant un peu de piment dans cette rivalité qui nous prend déjà aux tripes. Et enfin, leur match final pour le titre dans un ladder match exceptionnellement bon, lors du Royal Rumble 2025. Nous arrivons donc à la dernière rivalité de ce règne, Cody Rhodes contre The Rock. Hey, Rock! Go fuck yourself! Avec John Cena en heel, s'il vous plaît. Ok, le câlin, et ensuite, après Cody Rhodes, il se débarrasse du Rock. Mais non! Mais non! Avec ce passage qui restera dans les annales, surtout dans le mien. Quoi? Rapportant un autre point d'orgue à ce règne, et à ce main event de la nuit 2 de WrestleMania. Quand bien même le match contre Kevin Owens au Royal Rumble serait aussi un autre point d'orgue dans le règne de Cody Rhodes. Même si cela concerne plus John Cena que Cody Rhodes, je trouve que c'est une sacrée preuve de confiance et d'intérêt de tous pour le règne de Cody, que de faire turn heel John Cena sur lui, mais aussi de faire en sorte qu'il termine ce règne en lui donnant son 17e titre de champion du monde. On pourrait donc considérer que la fin de son titre pourrait être similaire ou au niveau de son obtention. Quand bien même là, ce n'est pas vraiment le cas. On dirait le match il est en pause là. Le match il a fait couper. Les méchants ils sont censés arriver quand le gentil gagne, pas quand le méchant gagne, c'est pas logique. On attend que Travis Scott il arrive. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi la logique? Par pitié, aidez-moi là, c'est quoi ça? Mais ça n'a aucun sens là, l'arbitre est là. Qu'est-ce que c'est que ça, non? Oh, John Cena derrière. Ok, qu'est-ce qui se passe? Oh, la bataille de titres, les mecs ont 15 ans. C'est un remake de Jey Uso, Jimmy Uso, là? C'est quoi ça?
heel John Cena l'ayant battu grâce à l'aide de The Rock, Travis Scott, et du fait que justement, Cena est devenu un heel, on se souviendra de la perte du titre de Cody Rhodes. Car Cena est devenu un heel, et a obtenu son 17e titre de champion du monde. Eh oui, nouveau record. Même si, honnêtement, le match n'est vraiment pas comme on l'aurait souhaité. C'est le meilleur et le pire match de tous les temps. Après, si ça se finit comme ça... Je trouvais ça trop nul. Tellement goofy, c'est tellement mal fait, c'est tellement nul que c'est bien. C'est comme ça que ça se finit. Mais dans tous les cas, il finit le règne légendaire d'un face dans l'ère moderne. Car, pour moi, oui, pour moi, encore une fois, je le dis, je le répète, ce règne de Cody Rhodes, entre WrestleMania 40 et 41, est presque parfait. Il s'approche de la perfection. Qu'importe ce que peuvent penser les haters de Cody Rhodes, ou alors les puristes de catch. Seul dans ta chambre à te construire des barrières. Si la réalité existe, c'est pour mettre fin à... Attends, mais t'as cet avis-là? Tu te fous vraiment de ma gueule? Mais tu sais, mais toi, mais t'as aucun goût, toi, mais t'as vraiment aucun goût. Donc, en conclusion, bien que ça puisse paraître anodin de le dire, il suffit simplement d'avoir une bonne écriture et un bon champion face, capable de fournir de très bons, voire d'excellents matchs, de faire des promos convaincantes et faire passer des émotions par la même occasion. Mais, surtout et avant tout, d'être opposé à des heels crédibles, que ce soit pour affronter le champion, mais également pour ne pas être dévalorisé, enterré à la première défaite contre ce dernier, et ce Drew McIntyre. Car par logique, si nous avons un long règne de face, c'est parce qu'il a vaincu tous ses ennemis. Et comme il ne peut tricher ou profiter d'un surnombre pour gagner, cela veut simplement dire qu'il a été meilleur sur le ring. Point final. Par conséquent, il y a fort à parier que si des personnes n'apprécient pas ou peu le règne de Cody Rhodes, c'est subjectivement, car il préférait qu'un de ses adversaires, comme Kevin Owens par exemple, ait le titre. Ou alors il aimerait simplement qu'il y ait un autre champion à sa place, ayant peut-être une petite haine mal placée pour Cody. Tout cela pour dire que cette anomalie sur les longs règnes de face, qui a, pendant longtemps, été acceptée, voire admis par la communauté du catch, a certainement encore de beaux jours devant elle, car changer les choses prend souvent du temps et de la patience. Il suffit de voir la réaction des fans actuellement avec le deuxième règne de Cody Rhodes, qui a été, encore une fois, incroyable à l'obtention du titre. Mais, la lassitude peut être à juste titre, car oui, Drew McIntyre, le rageur full-time, aurait mérité, et mérite encore, le titre mondial. Malgré tout, son premier règne reste pour moi un bon exemple de ce que pourrait être la solution à cette anomalie, montrant que dans le futur, nous pourrons accepter plus généralement un long règne de face, tout comme nous pourrons accepter de voir plus de matchs entre deux heels ou deux face. Oui, c'est une référence au manichisme dans le catch, vidéo faite par moi, où j'ai d'ailleurs déjà évoqué cette anomalie d'un long règne de face. Car toujours selon moi, il est assez dur pour un face de garder la ceinture aussi longtemps, car s'il y avait un méchant, un adversaire à la hauteur, par logique il lui prendrait la ceinture. Ainsi que l'exemple d'un long règne avec un fantasy booking aussi désastreux que grandiloquent. Mais nous pourrions aussi nommer d'autres règnes qui ont pour moi à peu près le même statut. Dans l'ère moderne, le plus long règne de face, chez les hommes, et uniquement face, serait celui de John Cena avec ses 380 jours, celui d'AJ Styles en 2017, ou de Batista en 2005, qui sont des exemples équivoques en termes de durée, montrant également une certaine récurrence à avoir un long règne de face, dès lors qu'il met fin à un long règne de heel. Enfin bref, maintenant que nous avons évoqué pas mal de points pouvant montrer les raisons de cette anomalie, mais aussi des possibles solutions pour en parvenir, il faut rappeler que cela reste un débat ouvert à tous, et que ce n'est pas une science exacte. Sinon on le saurait. Vous pouvez donc dire en commentaire ce que vous en pensez. Je me ferai une joie de vous lire et de vous répondre. Sur ce, n'oubliez pas que le catch reste un divertissement sportif, et que nous avons juste à profiter de ce qu'on nous propose, tout en apportant notre grain de sel quand cela paraît nécessaire. C'était Uracatch pour vous servir. À bientôt dans le bateau. John Cena, je t'aime. C'est comme ça que ça se finit.